Sans plus tarder, j'invite la directrice du laboratoire en droit des services financiers, Mme Cynthia Duclos, ainsi que Messieurs Marc Lacourcière, professeur à la faculté de droit, Dominique Veilleux, conseiller juridique chez Beneva, et Éric Jacob, surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'Autorité des marchés financiers, à venir prendre place à l'avant pour la table ronde. Une prise de photo officielle suivra la table ronde, ainsi qu'un cocktail de reconnaissance des partenaires, où vous aurez l'occasion de poursuivre vos échanges. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Très messieurs. Rebonjour tout le monde. Alors, je regarde, je me dis qu'on va devoir aussi faire de la relève féminine dans le domaine des services financiers. Blague à part, je suis contente aujourd'hui de vous accueillir parce qu'on a voulu, dans le cadre du lancement, joindre l'utile à l'agréable en vous invitant à une table ronde sur la protection des consommateurs de services financiers à l'ère des fintechs. Et vous allez le découvrir, la table ronde qu'on vous propose, elle est à l'image du laboratoire qu'on vient de si bien vous présenter. Donc, avant de donner la parole à nos experts, permettez-moi de vous donner quelques mots sur les objectifs de la table ronde et son déroulement. Alors, la table ronde souhaite mettre en lumière les 3 grands axes des services financiers qui vont faire partie des activités du laboratoire. Alors, la façon de procéder, c'est qu'on va vous présenter un peu en stylo d'abord les services. Alors, pensons aux services bancaires, qui incluent bien sûr les services des coopératives de services financiers, les services des assureurs et les services dans le domaine des valeurs mobilières et de l'investissement. Mais on va le faire différemment. Alors, après cette présentation en stylo, on va ouvrir, comme on l'a fait avec le décloisonnement des services financiers depuis les années 80, et on va adopter une approche décloisonnée pour parler des enjeux et des opportunités dans l'ensemble des secteurs à l'égard de la protection des consommateurs à l'ère des fintechs. La table ronde vise aussi à vous présenter, cher public, présent en personne et également à la maison, les innovations qui viennent dans les services financiers grâce aux nouvelles technologies. Et quand on parle des nouvelles technologies ou des fintechs, on parle plus spécifiquement et plus largement de toute l'utilisation de ces technologies pour rendre des services financiers. Alors, on inclut autant les conseillers robots avec des algorithmes qui permettent d'automatiser complètement des prises de décision dans le domaine de l'investissement, aux chats ou aux petites bulles qui vous permettent de communiquer en direct avec un conseiller sur les sites des institutions financières. Donc, le spectre est très large des nouvelles technologies. Nos experts vont en parler aujourd'hui, mais un des éléments qui a aidé à la prise de progression de ces nouvelles technologies, c'est bien sûr la pandémie. Et avec les nouvelles technologies qui ont pris de l'expansion, eh bien, ça a eu un effet sur la relation entre les intermédiaires financiers, les institutions financières et les consommateurs. Dans certains cas, on est venu simplifier, on est venu régler des problèmes, mais dans d'autres, malheureusement, on est venu engendrer des enjeux et on est venu mettre de l'avant des enjeux qui étaient déjà existants. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à la table ronde. On va parler des opportunités et des enjeux qui sont créés à cause des fintechs par rapport à la protection des consommateurs. Quand je vous parle de protection des consommateurs, je pense que ça vaut la peine qu'on se donne une petite définition pour que vous ayez en tête ces éléments-là dans le cadre de nos discussions aujourd'hui. Alors d'abord, on parle d'inciter les intermédiaires financiers à adopter une conduite qui est professionnelle dans leur interaction avec les consommateurs. On parle également de protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses et trompeuses, bien sûr, mais aussi contre les pratiques qui sont négligentes ou encore entachées d'incompétence. On veut également assurer aux consommateurs un service de qualité à un prix accessible. Et finalement, si jamais pour le consommateur, il y avait des préjudices qui étaient subis, on veut s'assurer de minimiser leurs dommages avec des programmes d'indemnisation ou encore de l'aide et de l'appui auprès des consommateurs. Donc aujourd'hui, quand on va vous parler de protection de consommateurs, c'est ces éléments-là que je vous invite à avoir en tête. Et finalement, ce qu'on souhaite faire avec la table ronde aujourd'hui, c'est de partager avec vous les observations et les perspectives de différents milieux. Alors, on a le milieu universitaire, le milieu de l'industrie et bien sûr le régulateur qui sont avec nous pour pouvoir présenter à l'image du laboratoire une vue d'ensemble des services financiers.
C'est un bel exemple du type d'événement qu'on aimerait réaliser davantage dans le futur pour le laboratoire. Alors, quelques mots sur le déroulement. Je vous disais, je vais donner la parole tour à tour à mes experts pour qu'ils parlent du secteur des services financiers. Et ensuite, on va aborder 4 grands thèmes: les opportunités pour les consommateurs, le régulateur et l'entreprise qu'amènent les fintechs, les enjeux de protection et les défis qu'amènent les fintechs, l'éducation financière et son rôle pour protéger le consommateur, et finalement, la place de la relève qualifiée dans l'avènement des fintechs. Alors, je vous rappelle qu'à la fin de la table ronde, on aura bien sûr l'occasion de poursuivre nos discussions pour ceux qui sont ici dans le cadre d'un cocktail. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre premier expert à qui je donnerai la parole ensuite, Marc Lacourcière. Alors, mon collègue Marc est professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval depuis 2000. Il est membre du Barreau du Québec depuis 1993. Il a obtenu son doctorat en droit bancaire d'Osgood Hall Law School à l'Université de York à Toronto. Et il est également détenteur d'une maîtrise en droit, d'un baccalauréat en droit et d'un baccalauréat en administration. Ça mérite d'être souligné. Marc enseigne et réalise des projets de recherche en droit bancaire, en droit de la consommation et en droit du commerce électronique. Il est co-auteur avec la professeure Nicole Lheureux de la 6e édition de l'ouvrage Droit de la consommation et de la 5e édition de l'ouvrage Droit bancaire. Marc est également membre du comité consultatif de la protection des consommateurs de l'Agence de consommation financière du Canada depuis 2018. Et pour moi, Marc, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui allie rigueur, expertise et humilité. Alors, c'est un plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui. Alors, Marc, je t'invite à nous présenter les services bancaires et l'apport des fintechs dans ce secteur. Et merci pour l'invitation et félicitations évidemment pour le lancement du laboratoire. Donc, quelques mots sur les banques pendant quelques minutes, 4-5 minutes. Alors, à la base, une banque, quelle est l'importance de la banque? Enfin, l'importance de la banque, la suivante, c'est que les banques c'est indéniable, elles sont vraiment au cœur du système financier, du système économique, si on peut. Et le rôle à la base, une banque, ça fait quoi? Une banque, ça reçoit des dépôts, ça prête de l'argent. On part avec ça, mais c'est le point de départ. Donc, on part avec cette idée-là, mais au-delà de ça, la banque, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va servir d'intermédiaire. Donc, elle va aider pour les prêts, comme j'ai mentionné, pour le crédit, pour faciliter les paiements assez généraux. Ça peut être des paiements par chèque, ça peut être des paiements par carte ou électronique en général. Et également, ce qu'elle fait de plus en plus maintenant, c'est qu'elle gère, elle va gérer le risque, évidemment, mais elle gère également la protection des données des consommateurs. Et pourquoi tout ça, ça fonctionne? Pourquoi le système bancaire fonctionne? Ça repose sur tout simplement un concept qui est la confiance. La confiance, parce que les gens ont confiance dans les banques. Mais pourquoi les gens ont confiance dans nos banques au Canada? Peut-être un peu moins dans d'autres pays et beaucoup moins dans encore d'autres pays. Au Canada, les banques sont, d'abord, le taux de bancarisation est très élevé, c'est environ, pas les chiffres exacts, là, mais selon l'ABC, Association des banquiers canadiens, c'est autour de 99 %. On peut dire, mettons, 96, 97 à 99, c'est beaucoup. Là. C'est un ordre de grandeur, là, ça peut être 94 aux États-Unis pour un ménage, donc pas une personne seule. Et c'est beaucoup moins dans certains pays en voie de développement, ça peut être 5, 6, 10 %. Vous voyez un peu le truc. Là. Alors, beaucoup de monde ont des comptes bancaires et ils ont confiance aux banques. Pourquoi? Parce que les banques, elles sont bien structurées. Il y a peu de banques. C'est un oligopole qui sont généralement néfastes à l'économie des oligopoles, mais dans ce cas-ci, ça fonctionne quand même assez bien. Elles sont bien réglementées. Elles sont bien supervisées également. Ça, ce sont des points importants. Et si on recule depuis les 100 dernières années, des faillites bancaires, il y en a 3. 3, là, pas 300, pas 3000, il y en a 3. Alors, en 23 et en 85. Donc, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de faillite et je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'il y en ait d'autres qui s'en viennent. Donc, jusque-là, tout va bien. Il y a le système financier en général qui fonctionne, institutions financières, et à côté, il y a des entreprises commerciales. Donc, pendant longtemps, c'était un peu cloisonné, si l'on veut, d'une part, donc, le commerce, et d'autre part, les institutions financières. Mais là, pour différentes raisons, notamment, on a noté qu'à la suite de la crise financière de 2008, il y avait une perte de confiance, pas nécessairement au Canada, mais dans d'autres pays, envers des institutions financières. Et là, est arrivé des entreprises de technologie financière, que l'on appelle couramment les fintech. Alors, ces entreprises-là sont arrivées, et là, ça a un peu brassé un petit peu les règles du jeu, parce que là, on a ces entreprises qui veulent offrir des services financiers, services bancaires, des services d'assurance, des services de valeur mobilière. Donc, c'est un peu un genre de chambardement, parce que pendant très, très longtemps, séparation entreprises commerciales et institutions financières. Donc, comment ont réagi les banques?
je pourrais vous dire, les banques sont en train de s'adapter. Mais remontons dans le temps, remontons dans le temps vers 98, quand Internet a été créé, milieu 90. Alors, il y a eu cette, disons, cette demande de banques étrangères qui venaient au Canada. Et certaines ont demandé des licences bancaires, mais certaines n'ont pas demandé de licence bancaire. Donc, au début, il y avait deux banques très connues, une américaine qui s'appelle Wells Fargo, l'autre qui s'appelle ING, qui venait des Pays-Bas. Et elles ont débuté l'offre de services bancaires à des Canadiens. Là, les banquiers n'étaient pas très contents parce que nous, là, on respecte les règles du jeu et ces banques-là, elles arrivent et ils ne respectent pas les règles du jeu. Alors, imaginez, c'est un peu comme un match de hockey ou peu importe, où les deux équipes ne suivent pas les mêmes règles. Ça n'a aucun sens au niveau sportif, ça n'a non plus aucun sens au niveau, évidemment, financier ou réglementaire. Donc, ça, c'est le point de départ. Donc, c'est le premier choc. Mais les banques, évidemment, elles se sont adaptées. Elles se sont adaptées à la situation. Elles ont commencé rapidement à offrir des services bancaires. Plusieurs banques ont joué le jeu, entre guillemets, donc ont pris des licences bancaires, notamment ING. Avec Wells Fargo, c'est un peu compliqué, disons, mais d'autres ont pris certaines licences. Mais les banques ont quand même, les banques canadiennes, ont tablé là-dessus. Et là, cette vague-là, disons, inquiétude-là, est un peu comme passée. Maintenant, les fintechs, alors que font les banques, elles vont essayer de collaborer avec les fintechs et elles vont essayer de racheter certaines fintechs. Il y a plusieurs types de structures qui peuvent être faites en rapport à ça. Donc, essentiellement, c'est le point de départ. Il y a plusieurs enjeux. Je vais revenir tout à l'heure pour les enjeux. Je ne vais pas vendre de points tout de suite. Donc, c'est un peu le tableau général du système bancaire là, pour le moment, d'où on part et où on s'en va par la suite. Merci. On m'entend? Oui, excellent. Alors maintenant, notre deuxième expert, Éric Jacob. Alors, Éric s'est joint à l'autorité en 2008 et il est depuis mai 2021 surintendant de l'assistance aux clientèles et de la distribution. Alors, à ce titre, Éric encadre les activités dans le domaine de la distribution des services et des produits financiers, dont l'assurance et la planification financière. Il est aussi responsable des services d'assistance aux consommateurs de services financiers et au fonds d'indemnisation des services financiers. Depuis décembre 2021, il est aussi président des organismes canadiens de réglementation en assurance, dont le mandat est de veiller à l'harmonisation des normes de conduite et d'affaires et des compétences applicables aux intermédiaires en assurance. Mentionnons aussi en amont de tout ça que Éric est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et qu'il a complété une maîtrise en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. Alors, je note que tu es dû pour un diplôme chez nous, Éric, dans les prochaines années. Alors, finalement, je tiens à mentionner que j'ai eu la chance d'échanger à quelques reprises avec Éric et j'ai constaté la grande sincérité avec laquelle il porte le dossier de la protection des consommateurs au sein de l'autorité, tant au regard de l'encadrement des intermédiaires que dans l'appui direct qu'il offre aux consommateurs. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Éric, à cette table ronde et je t'invite à nous présenter. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bon, parfait. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Tout comme mon collègue Philippe, très honoré d'être ici, représentant l'Autorité des marchés financiers dans son engagement vers le laboratoire. Je me suis dit, ça prend certainement un carabin à travers le rouge et or ici. Donc, mais très, très heureux d'être ici. Merci beaucoup. Je pensais d'entrée de jeu, avant de parler des services d'investissement, évidemment, de parler des fintechs, de l'émergence des fintechs, des innovations technologiques. Si on recule un peu, je vais reculer pas très loin, mais quand même, lorsqu'on était en train de régler le bug de l'an 2000, donc au début du siècle, beaucoup de transformations. Il y a eu une émergence d'innovations technologiques à vitesse grand V, ce qui a fait en sorte que une transformation importante de notre société et de plusieurs sphères d'activité dans la société. Évidemment, les services financiers ne sont pas étrangers à ça. Et pour moi, un des principaux moteurs de cette transformation-là est certainement l'intégration des innovations technologiques dans de nombreux aspects de notre vie. Et c'est vrai pour la finance comme ailleurs. Et je pense qu'on peut parler d'exemples comme le monde des médias, l'industrie du livre, par exemple, l'enseignement. L'enseignement, clairement, est touché par ça aussi. Le transport tarifé, ben, tout comme toutes ces industries-là, l'industrie financière est vraiment en transformation. Et je pense qu'on est en plein cœur de cette transformation-là, assez intense actuellement. De mon humble avis, pour moi, ce serait réducteur de mentionner que la pandémie a été le facteur principal à cette transformation-là ou à cette accélération de l'innovation. Certainement, la pandémie a été un accélérateur. On en a parlé, beaucoup de nouveaux joueurs. Mon collègue en a parlé, beaucoup de nouveaux joueurs
beaucoup de joueurs avec de bons moyens aussi qui sont venus déranger certainement l'industrie financière, déranger dans un sens positif et négatif, bien entendu, à l'occasion. Également, l'émergence de l'investissement dans l'innovation technologique. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements par ces entreprises-là dans l'innovation technologique. La concurrence fait en sorte que tout le monde met un petit peu plus d'argent. Évidemment, longue période depuis la crise de 2008, de faible, et un peu avant même, de faibles taux d'intérêt. Donc, dans la demande, dans les habitudes des consommateurs, donc beaucoup de consommateurs se sont tournés vers des produits des fois à plus haut risque, comme les cryptos, par exemple, ou certains dérivés, pour toujours à la recherche de cet rendement espéré. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a eu, dans le monde de l'investissement, on est encore dans ça, beaucoup de bouleversements. Donc, pour moi, le secteur financier n'est plus simplement, comme le mentionnait mon collègue, un univers où les grands joueurs et les grandes institutions sont là pour jouer. Il y a un apport assez régulier de plus petits joueurs, de joueurs qui sont dynamiques, créatifs et qui sont souvent, comment je pourrais dire ça, des fois méconnaissants de la réglementation et des fois même pas aucun souci de la réglementation en cours. Des fois, on parle de petite entreprise. Donc, c'est vraiment une géométrie variable. Ce qui fait en sorte que l'émergence des fintechs dans le secteur financier est assez, je vous dirais, une volonté partagée pour laisser plus de place d'autonomie envers les consommateurs. Volonté partagée, je dis ça parce qu'évidemment, il y a une mince ligne entre l'intérêt des consommateurs pour effectuer des transactions de façon autonome et certainement celui de l'industrie, l'intérêt de l'industrie pour y voir des avantages ou certainement une nécessité concurrentielle, comme je vous disais tout à l'heure, dans ce qu'on appelle des nouveaux modes alternatifs de distribution. Et, donc, l'obligation de suivre, bien entendu, le mouvement des fintechs. Comment ça va dans le temps? Ça va bien, excellent. Donc, l'automatisation, la transformation numérique de l'offre et de la demande, bien entendu, appelle un encadrement agile et efficace. C'est important de prendre en compte différents facteurs comme la présence de nouveaux joueurs, mais aussi, on en a parlé, la présence d'institutions ou de groupes financiers qui sont des employeurs majeurs, respectueux de l'encadrement, des institutions qui investissent d'importantes sommes dans le développement des nouvelles technologies, tout en gardant le souci d'adapter leur offre de façon optimale pour les consommateurs, pour la protection des consommateurs dans un univers qui génère de la confiance. Et dans les marchés financiers, je vous dirais que générer de la confiance, c'est assez primordial. Donc, évidemment, le rôle du régulateur est fort important. Il devient encore plus dans le maintien de l'équilibre entre sa mission d'assister et de protéger les consommateurs, tout en favorisant un marché sain et dynamique. Et l'avènement des fintechs, bien entendu, vient bousculer tout ça. C'est important pour nous de continuer à être présents, à bien comprendre ces choses-là. Et je parlerai un peu plus tard des opportunités et des enjeux que tout cela amène. Mais donc, évidemment, l'investissement autonome est en pleine croissance, la création des plateformes et la perception que nous sommes autonomes aussi dans la compréhension de tout ce que nous faisons. Donc, beaucoup d'enjeux et d'opportunités. Merci beaucoup, Éric. Je me permets d'ajouter pour l'investissement autonome, j'étais à une conférence il y a 2 semaines et on parlait d'un concept que je n'avais jamais entendu parler, les finfluenceurs. Alors, qui viennent se mêler de la partie et offrir du conseil sans nécessairement être encadrés pour le faire en matière d'investissement. Alors, on aura la chance d'y revenir. Alors, maintenant, notre troisième expert aujourd'hui, Dominique Veilleux. Alors, Dominique est avocat au service juridique de SSQ, qui est maintenant devenu Beneva, et ce, depuis 2004. Il travaille principalement en matière d'assurance de personnes, de rente, de régime complémentaire de retraite et de distribution de produits et de services financiers. Il est co-auteur du manuel Déontologie et pratiques professionnelles, un manuel de préparation à l'examen du programme de qualification en assurance de personnes. Ajoutons un petit complément. Avant tout ça, Dominique a complété ses études en droit à l'Université Laval et à Western University. Il est membre du barreau du Québec, mais aussi du barreau de l'Ontario. Je me permets d'ajouter une petite note personnelle à sa présentation. J'ai eu la chance de découvrir dans le cadre de nos échanges Dominique. Et non seulement il est très connaissant du secteur du droit des services financiers, mais c'est un vrai passionné de ce secteur et il est très généreux de son savoir et de son expérience. Alors, merci d'être là, Dominique. Je te laisse pour nous parler du domaine de l'assurance et des fintechs dans ce secteur.
Donc, merci pour l'invitation. Merci de la présentation. Donc, l'industrie de l'assurance est un très vaste secteur. Je ne peux pas m'imaginer un monde sans assurance. Presque, presque toute l'activité économique, il y a de l'assurance. Donc, que ce soit pour notre auto, notre maison, quand il y a de la construction, des chantiers, les avions, les bateaux, tout est assuré. Personne ne prendrait des risques d'investir des sommes, des grandes sommes d'argent pour bâtir des immeubles ou des usines sans qu'il y ait d'assurance. Puis là aussi, on a avec les employeurs l'assurance collective. Donc, il y a de l'assurance dans toute l'activité économique. C'est vraiment un incontournable, là, le secteur de l'assurance. Puis, le secteur de l'assurance divise évidemment en assurance de personnes et en assurance de dommages. L'assurance de personnes, ça inclut l'assurance individuelle, vie, maladie, accident. Aussi les contrats de rente individuelle qui incluent les fonds distincts et d'autres produits compétiteurs là, des dépôts bancaires comme les comptes à intérêt garanti, les polices de rente immédiate aussi. Il y a évidemment le domaine de l'assurance collective sur la vie et maladies, accidents, donc en milieu de travail, ou que ce soit par l'employeur, l'ordre professionnel dans lequel on est, ou des fois, c'est le syndicat aussi qui est le preneur. Il y a les rentes collectives, ça, c'est les régimes complémentaires de retraite, que ce soit à cotisation déterminée ou à prestation déterminée, des REER collectifs. Il y a l'assurance de voyage, puis il y a aussi un autre sous-secteur qui est l'assurance collective sur la santé et la vie des débiteurs. C'est un produit, ça, qu'on achète normalement là, quand on prend une hypothèque à la banque ou dans la Caisse populaire pour la maison ou quand on achète une voiture là, dans un concessionnaire automobile. Donc, ça, c'est en gros ce qui couvre là, les principaux produits en assurance de personnes. En assurance de dommages, il y a l'assurance automobile, l'assurance habitation. Il y a pour les particuliers, il y a l'assurance des entreprises, qu'il y a plusieurs spécialités, là, que ce soit les polices administrateurs et dirigeants, responsabilité civile des entreprises, les immeubles, que ce soit les véhicules des entreprises, la machinerie, l'assurance cyber-risque qui est rendue de plus en plus populaire là, dans les entreprises avec tout ce qui se passe là, avec les données informatiques, l'assurance détournement vise à prévenir la fraude des employés, l'assurance cautionnement. Il y a aussi l'assurance responsabilité professionnelle et l'assurance agricole. Donc, ça, c'est l'assurance de dommages. J'avais quelques données, là, donner une idée. Je vais faire monter ton micro. Oui, j'avais quelques données pour vous donner une idée. Donc, l'assurance de personnes, selon les dernières données de la CAP, l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes du Canada, l'industrie de l'assurance de personnes couvre 29 millions d'assurés, donc 76 de la population au Canada. Parce que souvent, via l'assurance collective, on a le conjoint et les enfants là, qui sont des assurés aussi. Et c'est aussi 113 milliards de dollars qui ont été versés en prestations en 2021, 166 000 employés dans les 63 assureurs de personnes au Canada. Du côté de l'assurance de dommages, il y a eu la souscription, donc des primes versées pour 71 milliards en 2020. 42 milliards de versés en règlement de sinistre, 130 000 employés au Canada pour environ 192 assureurs. Donc, les fintechs en lien avec l'industrie de l'assurance. Donc, ce qu'on voit, le fintech, c'est un terme plus général. Du côté des assurances, on va parler de filières du monde des fintech. On va parler des insurtech et des healthtech. Donc, les insurtech, comme je disais, c'est une sous-catégorie des fintech. Puis, qu'est-ce qu'ils font? Eux? Ils mettent en œuvre puis ils conçoivent des innovations technologiques
qui vise à améliorer l'efficacité des produits et services financiers d'assurance en lien avec la conception, la distribution, la tarification, l'administration, l'expérience conseiller et l'expérience client, principalement en lien avec les technologies suivantes. Donc, les appareils intelligents, applications téléphoniques, ça peut être des exemples, les espaces clients, les soumissions d'assurance en ligne, les plateformes transactionnelles d'assurance. Ensuite, il y a le combo, la combinaison Big Data Intelligence artificielle, donc via de l'analytique avancée en prenant plein de données. Ils sont capables, ces InsurTech-là, de concevoir des technologies pour nous aider à concevoir des produits pour que ce soit en souscription, tarification, service à la clientèle. Par exemple, l'automatisation de la prise de décision basée sur des historiques de données, de la classification intelligente d'appels et de courriels, de la saisie automatique de formulaires, l'identification potentielle de cas de fraude. Ensuite, une autre catégorie des technologies, c'est l'Internet des objets. On entend Internet of Things. C'est l'interconnexion entre Internet et des objets, des lieux et des environnements physiques. Ça désigne un nombre croissant d'objets connectés à Internet qui permettent une communication entre les biens et leur existence numérique. Les exemples, ça peut être pour le moment dans l'assurance, là, ça va évoluer, mais il y a les systèmes d'alarme, incendie, détecteurs d'humidité, détecteurs de neige. Aussi, il y a les dispositifs d'autosurveillance comme les montres et bracelets intelligents. Et il y a finalement aussi la télématique. Puis ça, un exemple, c'est la transmission à l'assureur en assurance automobile de données là, sur le kilométrage effectué et le comportement des conducteurs ou la prévention en cas de collision pour envoyer des secours. Ça c'est des exemples de télématique. Du côté des health tech, puis on a même appris une sous-branche des health tech, là, les age tech. Mais disons, restons dans health tech. C'est une autre catégorie là, de la filière FinTech qui vise à concevoir des produits et services de santé basés sur la technologie qui peuvent être fournis aux consommateurs et consommés en dehors d'un hôpital ou d'une clinique médicale. Donc, on vise à fournir des technologies visant à améliorer la prestation de soins de santé tout en réduisant les coûts. Les exemples les plus connus présentement, c'est la télémédecine que plusieurs assureurs collectifs offrent maintenant. Promotion de la santé, là, qu'en anglais, on entend le mot wellness, gestion de prise de médicaments, pharmacogénomique, des suivis de santé. Ça, c'est souvent en assurance collective, là, c'est LTIC-là. Donc, c'était ça. Merci. Je m'excuse, je regarde le temps. Je vais être certaine qu'on voit tous nos sujets intéressants. Quand je t'écoute, Dominique, je réalise que dans le laboratoire, si on veut faire de la recherche en assurance, on a du pain sur la planche, un secteur qui est très, très vaste. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de débuter les échanges. Notre premier terme, c'est de se dire, on a les FinTech qui nous ont amené, bien sûr, des nouveaux services, mais on veut parler plus largement des opportunités. Opportunités pour les consommateurs, mais peut-être même opportunités pour le régulateur et l'industrie dans ce secteur. Alors, Dominique, je vous donne la parole en premier. Je vous invite à être bref, messieurs, pour qu'on puisse passer à travers l'ensemble de nos sujets, puis je me gêne pour intervenir au besoin. Donc, on va essayer d'être bref. Les nouvelles technologies offrent plusieurs opportunités gagnantes là, pour les assurés et les assureurs. Par exemple, en assurance de dommages, j'ai déjà mentionné donc la télématique, l'offre transactionnelle en ligne d'assurance et également les demandes de soumission en ligne. Du côté de l'assurance individuelle de personnes, il y a des assureurs qui ont implanté, d'autres qui ont fait des projets pilotes. Je pense qu'en assurance de personnes, la vente en ligne sans représentant en assurance, ça va être un peu plus difficile qu'en assurance de dommages parce que c'est plus un produit qui se vend, l'assurance vie, par exemple, que l'assurance auto qui est obligatoire ou l'assurance habitation qui est quasi obligatoire là, en raison des prêteurs hypothécaires.
D'autres offres complémentaires, là, je vous ai dit les exemples en assurance collective, télémédecine et les autres exemples que je vous ai donnés. Il y a l'adhésion au contrat d'assurance collective et de rente collective en ligne. Il y a également les propositions électroniques qui là, se font avec un représentant en assurance. Donc, au lieu d'écrire à la main dans les formulaires, c'est rempli là, en temps réel et directement sur un formulaire, une proposition électronique qui va être communiquée à l'assureur. Aussi, c'est les réclamations en ligne. Donc, il y a les réclamations en assurance collective, c'est un bon exemple. Là, réclamer des frais de chiro, d'homéopathe, naturopathe, physiothérapeute. Donc, on peut tout réclamer ça maintenant en ligne. Les signatures électroniques et transmission de documents en ligne, les sélections des risques avec, ça, c'est tous des exemples là, de ce qui se passe avec la technologie et souvent avec les fintech là, que ça a été développé. Donc, les sélections des risques plus rapides, réception des documents contractuels et des relevés en ligne et comparateurs de prix là, comme Clicassure, par exemple, qu'on connaît, et des plateformes extranet sécurisées pour les clients et pour les représentants en assurance aussi. Donc, un espace client, espace conseiller. Nick, c'est bien ça, tu rentres dans le temps. Je passe maintenant la parole à Éric. Toujours, on parle des opportunités que nous amènent les fintech dans l'industrie des services financiers. Merci beaucoup. En opposition, je vous dirais, pour parler d'opportunité, évidemment, on a la caricature de l'investissement où les gens se déplacent, vont dans la succursale, vont au bureau du conseiller financier, vont s'asseoir derrière, vont écouter, vont remplir une liasse de papier, vont procéder à un investissement, vont faire un chèque, etc. Vous comprenez? Donc, évidemment, je vais être bref, beaucoup d'opportunités pour les consommateurs, les investisseurs. Évidemment, avec les fintech, il y a d'autres tech, il y a les regtech, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Les plateformes numériques, par exemple, le big data, les données de masse, l'intelligence artificielle amènent des changements assez profonds. Je vous fais une liste d'opportunités pour les investisseurs. Évidemment, un plus grand choix de produits et de services financiers. Donc, vraiment un plus grand choix, une explosion même de choix de différents marchés. De l'accès à des produits où le consommateur de détail n'avait pas accès auparavant. Donc, vraiment un plus grand accès à différents produits pour l'ensemble de ça. Bénéficie aussi d'interfaces et d'offres qui sont plus personnalisées. Donc, beaucoup de plateformes, beaucoup de façons de venir personnaliser une offre pour répondre vraiment à ses besoins sans que ce soit des produits et services qui ont été fabriqués pour répondre à une masse d'individus. Donc, plus grande rapidité d'exécution également. On peut parler, par exemple, de paramétrisation des décisions d'investissement, des alertes, donc vraiment toute une mécanique qui fait en sorte que la rapidité d'exécution peut être au dixième, au millième de seconde. Un accès facile en tout temps à des services en ligne, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, ça aussi, c'est important, de grandes opportunités. Réduction de certains risques d'erreur grâce à l'automatisation de certains processus. Le contraire est vrai aussi, il peut y avoir d'autres genres d'erreurs avec des algorithmes qui ont mal évalué ou qui sont mal bâtis. Mais là, on est dans les opportunités. Bien entendu, les bénéfices font en sorte que ça a convaincu beaucoup de consommateurs. C'est clair que le phénomène va continuer à se poursuivre à vitesse grand V, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, toutes les nouvelles générations qui entrent sur le marché du travail, qui possèdent non seulement des compétences technologiques numériques avancées, que ce soit de la mathématique, des analystes scientifiques, des gens en droit aussi, et donc fait beaucoup progresser ces besoins-là. L'avènement, la croissance des plateformes numériques de courtage, d'investissement ont multiplié les possibilités pour les investisseurs particuliers, comme je l'ai dit, accéder à de nombreux produits, marché des capitaux et des services numériques de façon autonome. C'est le grand bénéfice. Merci beaucoup, Éric. Moi, j'entends qu'il y a une démocratisation des services financiers qui vient avec les fintech, qui peut avoir certains côtés plus négatifs, mais on aura la chance de parler. Voyons le positif. Avantages et inconvénients. Exactement. Alors, je vais inviter Marc à compléter, si tu veux, sur ce sujet-là, des opportunités que nous amènent les fintech. Très bien, merci. Le régulateur m'a un peu enlevé les mots de la bouche à quelques égards, mais je vais revenir sur certains éléments. C'est normal, en fait, parce que ce sont des avantages et même lorsque l'on parlera des inconvénients qui sont transversaux. Donc, c'est tout à fait normal. Je m'attendais un peu
à ça. Donc, la question, oui, une meilleure offre de service, c'est, je dirais, au niveau bancaire, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y a un oligopole. Ce n'est pas mauvais, en fait, l'oligopole pour que les banques se tiennent, mais en même temps, du point de vue du consommateur, c'est peut-être pas toujours l'idéal parce qu'il y a moins de services à faire, il y a peut-être un petit peu moins d'innovation. S'il y a des banquiers dans la salle, ils vont dire non, c'est pas vrai, nous, on innove. Oui, mais il pourrait y en avoir encore plus, en fait. Donc, ce problème-là, évidemment, le gros problème des oligopoles, c'est le problème des prix. Un des gros problèmes, en fait. Donc, ça pourrait amener une baisse de prix avec plus de fintech et tout. Donc, ce sont des éléments de base, là, innovation, baisse de prix, plus de services et tout ça. Et on a noté, je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, là, mais au niveau de la protection des données, le système est encore en développement au Canada, donc ça pose vraiment des problèmes, mais en Europe, il y a une directive européenne qui permet et qui pose les bases là, vraiment, et c'est encadré. De quelle manière les fintechs peuvent avoir accès aux données des clients. Donc, c'est assez, sans dire que ça marche 100% parfaitement, là, mais ça marche quand même assez bien et du moins mieux qu'ici. Là, et c'est un exemple à suivre. Donc, autant ça peut être un inconvénient, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais au final, ça peut fonctionner quand même bien. Donc, dans les grandes lignes, c'est pas mal les principales choses. Je pourrais peut-être je pourrais ajouter l'idée de, comme on peut mentionner, l'apport de l'intelligence artificielle, bien entendu, là, à plusieurs égards au niveau bancaire, comme au niveau de l'assurance, comme au niveau immobilier, bien sûr. Là, c'est encore une fois un élément qui est transversal. Marc, très bref. Bravo. Non, je trouve ça fort intéressant. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un accroissement de la croissance, de la concurrence. Il y a peut-être une pression pour baisser les prix. Et ça nous ramène à la protection des consommateurs, dont un des piliers, c'est d'offrir des services de qualité, mais aussi abordables. Alors, je trouve ça fort intéressant. Malheureusement, il y a des contre-coups à ces opportunités-là. Et je vais inviter maintenant mes experts à discuter des enjeux pour la protection du public qui découlent des fintechs, mais aussi des défis pour le régulateur et pour les organisations dans le secteur. Alors, j'invite Éric d'abord à nous partager. Merci beaucoup. Très rapidement, dans les enjeux, évidemment, on a mentionné la multiplication des services, multiplication des marchés aussi, fait en sorte que je peux commencer pour les enjeux au niveau consommateur. Il y a beaucoup de consommateurs sur ces plateformes-là maintenant autonomes qui peuvent s'estimer autonomes et dans leurs décisions d'investissement et de financement. Et ça, c'est un risque. C'est certainement des enjeux. Avec la multiplication des produits, bien évidemment, il y a des produits qui sont complexes. Il y a une évaluation du risque qui doit être faite. Il faut comprendre tout ça. Donc, produits, services, la divulgation, les sources d'informations disponibles. On a vu dans les dernières années certains risques reliés à faire ses propres recherches. Donc, c'est la même chose au niveau de l'investissement, mais ça peut avoir des répercussions assez importantes. Donc, le consommateur qui, avec ces nouvelles technologies-là, peut être seul devant son écran ou devant son téléphone pour prendre des décisions d'investissement. Ça peut aller très rapidement. Donc, s'estimer autonome peut présenter certains enjeux. Effectivement, je voulais parler complexité accrue, gestion des risques, difficile à évaluer, pratique de marketing de certains fournisseurs de services numériques qui visent à exploiter certains biais comportementaux des consommateurs. Donc, il y a des risques et des enjeux là aussi. On parle certainement de ludification de certaines plateformes ou de certaines approches pour des entreprises. Donc, ça peut présenter certainement des enjeux. Consommateurs, je l'ai mentionné un petit peu, utilisent de façon grandissante des sources d'informations non traditionnelles. Bon, on a entendu parler des réseaux sociaux pour s'informer sur des nouveaux produits et services financiers. Je regardais dernièrement sur TikTok des gens qui m'expliquaient comment devenir millionnaire en immobilier avec les cryptos, avec toutes sortes d'investissements. Clairement, vous n'avez pas invité l'expert ici parce que j'en ai vu pas mal sur différents, et ça, c'est évidemment à risque et il y a des enjeux. On peut s'exposer très rapidement à des informations qui sont fausses, trompeuses et stratagèmes frauduleux, tout événement. Donc, vraiment des enjeux. Je parle de complexité, difficile d'accès, surabondance et souvent information incomplète pour le consommateur qui est seul devant son écran. Rapidement, enjeu au niveau régulateur, je vous en parle, pour la protection des consommateurs, là, dans la mise en application des lois, beaucoup d'enjeux. Quand on fait des enquêtes, quand on veut s'assurer de suivre les fonds, l'argent, quand on enquête où on veut sévir contre des plateformes, contre des joueurs qui sont à l'extérieur du pays,
On peut avoir tous les jugements ici au Canada, mais quand c'est des entreprises qui sont dans différents pays, quand l'argent est déjà parti, c'est difficile à retrouver. Donc, pour bien protéger les consommateurs, l'enforcement traditionnel devient moins efficace. Donc, évidemment, on a notre rôle de sensibilisation, d'éducation financière, et maintenant, on a des responsabilités beaucoup plus larges que ça, communes, donc, et l'industrie, et les consommateurs, et bien entendu, le régulateur. Mais il y a certainement des enjeux de protection des consommateurs quand le monde est maintenant le marché et quand l'argent est très... On vous parlait de rapidité d'exécution, dans une seconde, le transfert est fait et l'argent est disparu dans d'autres contrées. Donc, beaucoup plus difficile. Merci, Éric. Dominique, je t'invite à poursuivre ce sujet. Oui, merci. Donc, côté, je voyais, avec les nouvelles technologies, un peu un gap générationnel. On assiste à une transition du monde papier vers le monde sans papier. Là, d'ailleurs, dans les dernières années, avec la pandémie, on était commencé à s'habituer à travailler sans papier à distance. Les générations X, Y et Z de consommateurs sont en général plus à l'aise que les générations précédentes avec les nouvelles technologies. Mais il faut souligner, là, en vertu de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, on ne peut pas forcer quelqu'un à se procurer un support technologique qu'il n'y a pas pour transmettre ou recevoir un document, sauf si c'est prévu par la loi ou par contrat. Mais ce qui fait en sorte que concrètement, il y a certaines institutions financières qui visent spécifiquement la clientèle plus à l'aise technologiquement avec les nouvelles technologies. Et par contre, la plupart des grandes institutions financières, eux, ont choisi de desservir les deux types de clientèle. Donc, ceux plus à l'aise avec les technologies, les nouvelles technologies, et ceux moins à l'aise avec les nouvelles technologies. Et c'est sûr que en faisant ça, ça implique des coûts additionnels en ressources humaines, en système TI, mais ça permet aussi de desservir une plus grande clientèle. Donc, dans les enjeux courants et croissants en matière de protection des consommateurs puis des défis organisationnels, d'un point de vue juridique, ceux que j'ai notés, c'était la sécurité de l'information, donc les brèches internes, brèches externes, le pirate informatique. On a vu des exemples dans les dernières années. La continuité des affaires. On a vu un exemple là, cet été quand les Interac, les services de paiement là, au restaurant, ça a été interrompu pendant à peu près 24 heures parce que le fournisseur Internet d'Interac avec qui on peut payer là, dans tous les restaurants puis dans tous les commerces. Donc, le fournisseur Internet ne fonctionnait pas pendant cette période-là. Donc, ça, c'est un problème de continuité des affaires. La protection des renseignements personnels qui va un peu avec la sécurité de l'information. Là, il y a la modernisation de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé là, qui est adoptée puis qui vient progressivement à différentes dates, là, plusieurs sections de la loi qui vont entrer en vigueur. Et la sollicitation des consommateurs. Donc, il y a la loi canadienne anti-pourriel pour la sollicitation par courriel. Il y a la liste nationale des numéros de télécommunication exclus, la LNNTE. Donc, ces deux domaines-là, c'est couvert par le CRTC. Et il y a évidemment la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui maintenant, d'ici un an, va demander le consentement là, du client pour pouvoir se faire solliciter. Donc, dans les mesures mises en place pour relever les enjeux et défis, là, principalement en lien avec la sécurité de l'information et la protection des renseignements personnels, donc les institutions financières comme les assureurs le mettent. Premièrement, c'est très réglementé, donc on a un peu là, des guidelines à suivre, mais on implante des contrôles, des audits politiques, des directives, des procédures administratives. Puis il y a vraiment beaucoup d'équipes là, qui sont affectées à tous ces contrôles-là. Et il y a la nomination de plusieurs personnes responsables là,
en lien avec notamment la ligne directrice sur la gestion des risques liés aux technologies de l'information et des communications de l'AMF. Ces personnes responsables-là se rapportent là, aux hautes instances de gouvernance des institutions financières, comme le conseil d'administration, le comité de direction. Donc, ça, c'est les premières mesures. Les autres mesures mises en place, c'est la formation des employés. Il y a l'investissement dans la sécurité de l'information, donc dans les systèmes informatiques, le processus de sélection des employés, des représentants en assurance, des partenaires. Il y a des conventions, tous les partenariats, les ententes qu'on a avec nos fournisseurs de services vont traiter de toutes ces questions-là de sécurité de l'information, de protection des renseignements personnels et audits. Il y a aussi des ententes avec des partenaires là, en cas d'incidents majeurs, là, que ce soit préventif ou curatif. Aussi, les institutions financières, normalement, vont souscrire à une assurance, une police d'assurance cyber-risque puis une assurance détournement en cas de fraude des employés. Puis pour les consommateurs, il y a quand même le produit de une police d'assurance pour vol d'identité qui est offerte par les assureurs de dommages, que je voulais quand même souligner là aussi. Merci beaucoup. Alors, pour compléter la discussion sur les enjeux, je vais inviter Marc là, à nous présenter ses observations. Merci beaucoup, Cynthia. Effectivement, pour compléter, en fait, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais mettre l'accent, la régulation ainsi que la protection des données. Dans le premier cas, au niveau de la régulation, il faut savoir que, là, je vais parler surtout au niveau des banques, traditionnellement, et ça fait suite à un vieux jugement de la Cour suprême, maintenant on peut dire un vieux jugement de 80, qui mentionne que pour savoir qu'est-ce qu'une banque, en fait, parce que la question s'est posée même plusieurs fois en jurisprudence, qu'est-ce qu'une banque? La banque, en fait, au Canada du moins, et non pas en Europe, on va la définir comme étant selon un critère qu'on appelle formel et institutionnel. Donc, ce ne sera pas un critère fonctionnel. Donc, formel et institutionnel, ça veut dire, en d'autres termes, selon est-ce que la banque ou l'institution a une licence bancaire ou n'a pas de licence bancaire, tout simplement. Et ça, licence bancaire au Canada, c'est assez général. Donc, la banque peut, avec cette licence-là, les services de paiement, de crédit, etc. Donc, tandis qu'avec les fintech, c'est plus ciblé. Selon, on veut faire du crédit, juste du crédit, ou tel type de crédit, même encore là, tel type de paiement, ou être fournisseur de paiement, ou un agrégateur de compte, tout simplement, ça existe également. Donc là, ça prend une autre approche. Le régulateur va peut-être accorder une licence un peu différente. Donc, il y a cette approche-là un peu qui peut changer. Mais ça, ce n'est pas le problème, c'est un des problèmes qui peut se régler dans un sens. Mais un autre problème qui est lié à ça, c'est de trouver, et ça, c'est un éternel problème en fait, de trouver le juste équilibre entre la régulation et favoriser l'innovation. Ça, le juste milieu, et je vous dirais même qu'on pourrait faire un sondage entre tout le monde. Et moi, j'aurais telle opinion, Cynthia, telle opinion, etc., etc. Donc, ça pourrait changer selon les gens. Alors, donc, trouver le juste équilibre, c'est facile à dire, c'est facile à écrire, c'est facile à exprimer, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Et également, les règles sont différentes. Je l'ai mentionné tout à l'heure en entrée de jeu. Donc, lorsqu'il y a des fintech, et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques sont assujetties, notamment à l'assurance dépôt. Il y a des règles pour la constitution de l'entreprise ou de l'institution financière. Il y a des règles au niveau de la composition du conseil d'administration, la gouvernance, les pouvoirs et les obligations. Ça a l'air de rien, mais au niveau des banques, là, tout est vraiment, vraiment, vraiment encadré. Tout est réglé au quart de tour. Là. Tout ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent ne pas faire, etc. Tout était vraiment précis. Alors que les fintech arrivent, puis oups, il y a beaucoup moins d'encadrement. Donc, ça pose un problème, évidemment, qui est majeur. Et rapidement, le deuxième point qui est un peu souligné, c'est la question de la protection des données. Ça, c'est un point majeur. Les banquiers en sont conscients. Et les banquiers, il y a plusieurs. D'abord, il y a un sondage qui a été fait par le régulateur fédéral en 2018-2019, qui est le bureau du surintendant des institutions financières, en interrogeant les banquiers. Ceux-ci dit, moi, une des préoccupations des fintech, il y en a plusieurs, mais une des préoccupations, c'est de protéger les données. Parce que ces entreprises-là viennent chercher des données de nos clients. Alors, qui est responsable en cas de brèche, en cas de problème et tout ça? Donc, ça pose un problème. Et il y a dans d'autres circonstances, là, les banquiers se sont également exprimés dans ce sens-là. Donc, ça, c'est un problème. Comme je l'ai mentionné, en Europe, donc, il y a cette directive européenne concernant les paiements. Là, on parle seulement des paiements, non pas du crédit, mais ça pourrait être extrapolé par la suite. Donc, on permet à des fintechs ou des entreprises d'aller chercher les données dans les comptes bancaires, mais selon certaines conditions très strictes, une authentification très forte notamment, etc., etc. Donc, il y a vraiment des critères qui sont prévus, premièrement, dans la directive et également dans des
dans des règlements sous-jacents. Donc, ça, c'est vraiment bien, bien encadré. Alors, évidemment, ça peut servir de modèle pour le Canada. On peut prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et avant que tout ça se mette en branle, lorsqu'il y a eu l'annonce de cette directive-là européenne, qu'on appelle la seconde directive sur les services de paiement, avant d'avoir cette directive, ou juste un peu avant, les banquiers étaient très inquiets, critiquaient, oui, mais là, ils vont venir, ils vont prendre nos données, puis également, ils vont prendre nos clients. Donc, c'est un autre problème, ça. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, là, parce que les banques ont peur de perdre des clients. Alors, à partir de ça, on dit qu'au niveau technique, oui, il y a certains problèmes qui peuvent arriver. C'est jamais sécuritaire. Là. On fait affaire par Internet. Là. On ne sait pas de cachette. Il n'y a pas de sécurité à 100 par Internet, c'est clair. N'importe quel informaticien, étudiant en informatique de première année, ils vont vous dire ça. Donc, ça, c'est le point de départ. Mais au-delà de ça, il y a quand même des mesures de sauvegarde quand même assez élevées qui existent au niveau européen pour assurer les banquiers. Et là, les banquiers se disent, bon, ben là, c'est là, on va faire avec, on va s'ajuster en conséquence. Comme je disais tout à l'heure, les banquiers s'ajustent. Merci beaucoup. Moi, je retiens parmi les enjeux notamment la mondialisation des services, le gap intergénérationnel, la croyance de certains de notre jeune génération en ses capacités de pouvoir prendre des décisions de façon autonome dans les services d'investissement. Et ça nous amène à notre prochain thème, parce que moi, ça me fait dire, dans ce contexte-là, c'est quoi la place de l'éducation des consommateurs dans leur propre protection? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider à se protéger eux-mêmes lorsqu'ils reçoivent des services financiers ou qu'ils achètent des produits financiers? Alors, Marc, tiens, je te cède la parole d'abord dans ce thème-là. Là. C'est quoi le rôle de l'éducation, de la sensibilisation financière dans la protection des consommateurs? Très bien, merci. Alors, c'est tout un monde, l'éducation financière. Bien entendu, comment on l'a fait, qui l'a fait. Est-ce que ce sont des banquiers, est-ce que c'est les régulateurs, ce sont des organismes consuméristes, est-ce que ce sont des partenariats entre 2 ou 3 personnes? Donc, ça, c'est vraiment déjà le point de départ. Moi, je crois que c'est important. Évidemment, l'AMF travaille là-dessus. Au niveau fédéral, l'Agence de consommation en matière financière du Canada travaille beaucoup là-dessus. Ça, je peux vous dire, là, ils sont très actifs de ce point de vue-là. Il y a des institutions financières commerciales que l'on connaît, là, québécoises ou au niveau des banques également, qui existent. Mais il faut savoir que c'est une bonne chose que les consommateurs soient éduqués, mais il y a quand même certaines limites à l'éducation financière. Donc, moi, je le vois, mais encore là, c'est ma vision. On ne sont pas obligés de partager la même vision. Mais moi, je le vois comme un élément parmi tant d'autres. Oui, l'éducation financière, c'est important pour comprendre la base. Est-ce qu'on doit enseigner l'éducation financière à des gens qui sont au cégep, à l'université? Est-ce qu'il y a des cours d'éducation financière? Oui, il y en a au niveau secondaire. Il y en a. Si vous avez des enfants qui sont au secondaire, vous avez certainement vu qu'ils ont suivi des cours sur certains aspects ciblés. Ça peut être sur l'utilisation d'une carte de crédit, ou etc. C'est des trucs très, très précis. Alors, mais on commence tranquillement. Est-ce qu'il y a des cours qui sont plus spécifiques? Est-ce qu'on devrait aller plus loin? C'est une éternelle question, mais oui, l'éducation financière est importante. Mais la question, c'est de savoir qui la donne, de quelle manière on la donne et avec qui, quel est le partenariat, s'il y en a un, et quelles sont les limites à, disons, l'efficacité, si je peux me permettre, là, de l'éducation financière. Marc, je t'invite Éric maintenant à compléter les observations sur ce sujet. Merci, merci beaucoup. Et je partage un peu de ma perspective très personnelle. Je pense que les financières devraient être scolarisées dès le primaire même. Donc, très rapidement, de parler d'éducation financière avec les jeunes du primaire, secondaire, toute notre vie, évidemment. Ceci étant dit, sur plusieurs plateformes, j'ai souvent dit que le meilleur rempart de protection pour un consommateur contre la fraude, ça reste le consommateur lui-même. Il faut faire réagir, on ne veut pas déverser toute la responsabilité sur le consommateur. Et ce que pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut, toute l'industrie, les régulateurs, tous les gens qui font de l'éducation financière une de leurs priorités, et on doit être beaucoup autour de la table à le faire, autant du niveau public, de l'État québécois, canadien, etc., que de l'industrie, que du régulateur. On doit tous contribuer à l'éducation financière et j'englobe dans ça la sensibilisation. Mais c'est un peu comme une visite chez le médecin. Donc, on peut parler de bonnes habitudes, de saines habitudes de vie, on en a parlé. Mais à un moment donné, le consommateur ou le patient doit prendre des décisions pour améliorer ses risques, améliorer sa vie, donc améliorer sa situation financière ou se prémunir contre les risques de fraude. Donc, c'est vraiment le dernier et le meilleur rempart pour moi. Ceci étant dit, l'autorité, évidemment, est fortement impliquée en éducation
financière y croit beaucoup, avec ses avantages, ses limites, beaucoup de sensibilisation à faire aussi, comme je le mentionne. On est très, très impliqué dans ça. Et pour l'innovation technologique et pour les données en tant que telles, les fintech, je pense qu'il faut faire partie aussi, et l'autorité s'y intéresse grandement, euh, de bien comprendre ces environnements-là, de bien les connaître pour être en mesure, oui, de les encadrer, mais pour être en mesure d'avoir des activités, comme j'ai dit tout à l'heure, d'enforcement, de sensibilisation, d'éducation financière. Donc, on fait appel à nos partenaires, comme on le fait avec l'Université Laval, académiques, nos partenaires de l'industrie. On travaille très fort pour avoir des partenariats, pour bien comprendre tout ça. Même à l'interne, nous avons des directions spécialisées en valorisation des données pour bien comprendre l'ensemble de notre univers et, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation et les changements avec un grand V. Notre éducation financière, puis je suis content des discours d'entrée de jeu pour le lancement du laboratoire. Au mois de novembre, ça va être le mois dédié à la littératie financière au Canada. Je vous donne un petit scoop, mais l'autorité va dévoiler un nouvel indice autorité de littératie financière appliquée. En somme, ce qu'on apprend là-dedans, c'est que le meilleur apprentissage est dans l'action. Donc, quoi de mieux que le laboratoire pour les étudiants et étudiantes de bien apprendre au niveau des services financiers. Mais donc, on continue à faire de la sensibilisation. Les fintech, les cryptos, certainement une priorité pour l'autorité. On a été, dans la dernière année, très actifs sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, etc. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. On va continuer. On a une semaine d'innovation technologique qui s'en vient. On a plusieurs. Il faut être présent, autant dans nos discussions avec l'industrie, avec les cercles de consommateurs, qu'avec les milieux académiques. Et pour moi, c'est une responsabilité partagée, mais on en fait certainement une de nos priorités. Donc, on va continuer. Merci beaucoup, Éric. Je riais tantôt parce qu'on a souvent eu des échanges sur la place de la protection des consommateurs, de l'éducation, pardon, dans la protection des consommateurs. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler qu'on a un colloque sur ce sujet-là. Alors, pour ceux qui veulent plus de détails, là, inscrivez-vous au colloque. Alors, Dominique, je te laisse une observation sur ce thème. Oui, ça me fait penser, quand j'étais jeune, on entendait parler de l'alphabétisation parce qu'il y avait un pourcentage de la population qu'on disait qui était analphabète. Maintenant, on peut penser deux volets. Les gens qui ont plus de la difficulté justement avec les nouvelles technologies. Donc, c'est une nouvelle façon peut-être d'être analphabète technologique et aussi la littératie financière. Donc, ça, c'est la compréhension là, des produits et services financiers. Donc, c'est des sujets là, vraiment qui sont depuis quelques années pris. La littératie financière, ça fait peut-être 10 ans que c'est un sujet là, qui est traité là, par les régulateurs. Donc, le rôle complémentaire des institutions financières, je pense que, premièrement, il y a faire des outils, par exemple, en ligne, qui sont simples et clairs. Et quand c'est des produits ou des services, des formulaires à compléter ou que ce soit les sites, comme je disais tantôt, pour faire des réclamations d'assurance. Donc, que ce soit des clairs et simples pour les consommateurs. Aussi, sur les sites Internet des institutions financières, comme par exemple des assureurs, donner beaucoup d'informations là, pour comprendre les produits et les services et des outils. Là, ça peut être des conseils, des outils de projection de retraite, de profil d'investisseur, tolérance au risque. Donc, il y a toutes sortes de choses que les institutions financières peuvent faire pour aider les consommateurs puis les sensibiliser et éduquer donc dans l'ère des fintech. Et aussi, on voit souvent des institutions financières qui font des chroniques, des capsules là, sur les médias sociaux. C'est que ça, c'est aussi quelque chose que l'industrie peut faire. Améliorer les textes des polices, des contrats d'assurance pour rendre le langage plus clair, simple puis concis. Puis, évidemment, former les employés, former ceux qui vont distribuer les produits, donc les représentants en assurance,
comprennent bien les produits pour qu'ils puissent bien les vendre là, aux consommateurs. Et quelque chose aussi pour moi qui est important du côté des institutions financières, c'est de porter une attention particulière aux personnes vulnérables. Et ça, donc, il peut y avoir des mesures spéciales mises en place. Par exemple, quand les gens du service à la clientèle ou les personnes qui reçoivent la souscription d'assurance ou quand il y a une réclamation ou un changement au dossier et que c'est une personne plus âgée ou que c'est quelqu'un qui est servi là, par un tuteur ou un mandataire. Donc, on peut faire des choses pour s'assurer qu'il n'y a pas des instructions douteuses ou comme j'ai déjà vu là, des représentants d'assurance qui, il était le bénéficiaire désigné d'une police d'assurance vie ou d'un contrat de rente. Donc, il y a des choses comme ça là, qui... c'est ça. C'est ça. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent évidemment là, être faites pour les personnes vulnérables. Puis, il y a peut-être aussi de façon plus proactive. J'ai vécu, moi, il y a quelques mois, là, il y a un cas, c'est ma banque. J'avais fait un achat sur Kijiji d'un bien de peut-être 1 000 $, puis j'avais viré l'argent là, à la personne, mais je n'avais pas évidemment encore mon bien. Tout ça. Puis ma banque m'a appelé pour me dire « Hey, avez-vous vraiment envoyé votre argent à telle personne? » Là, je dis oui, OK. Est-ce que vous avez reçu le bien? Je dis non. Oh, savez-vous que c'est pas recommandé de faire ça? Je dis ah ben ouais, mais j'ai parlé avec la personne, je fais confiance, mais j'étais content. Ça m'est arrivé 2-3 fois que ma banque m'a appelé dans des cas comme ça, puis je suis resté surpris. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des vérifications, là. Ils ne sont pas obligés de faire ça, mais ils l'ont fait. Et un autre cas là, que je me suis fait poser. Dominique, heureusement, je m'excuse, mais je vais être sûre qu'on puisse parler de notre dernier sujet. Mais j'entends ton anecdote, ça me fait dire que parfois, on est tous dans le même bateau. On est les avocats des cordonniers mal chaussés à l'occasion. Hein, ça nous arrive. Mais dans le fond, dans l'éducation financière, il faut tous qu'on travaille en équipe. Hein, c'est le régulateur, c'est l'industrie, c'est le milieu universitaire. Il faut qu'on travaille ensemble pour aider le consommateur à mieux comprendre les produits et services financiers et à mieux nous aider à l'aider à le protéger. Tiens, je vais le dire comme ça là, pour qu'on s'entende tous la définition. Il nous reste un thème qui est la relève qualifiée dans le domaine pour nous permettre de mieux protéger les consommateurs. Le temps passe vite. Alors, messieurs, je vous donne chacun 1 minute pour, je sais c'est court, pour nous parler de la relève dans le secteur et puis après, je vous dirai un petit mot de la fin. Alors, tiens, Dominique, je commence avec vous. OK, bien, dans la relève du côté juridique, vu que j'ai juste 1 minute, quand j'ai commencé en 2004, il y avait 5 avocats, la capitale était peut-être une quinzaine. Et là, maintenant, en 2022, Beneva, donc SSQ puis la capitale, c'est plus de 65 avocats. Donc, c'est sûr qu'il y a la croissance organique, mais il y a la complexification là, du volet réglementaire qui fait en sorte que les besoins juridiques sont de plus en plus présents. Puis, je ne pense pas que ça va aller là, dans le sens contraire. Là. Donc, oui, je pense que l'avenir pour les étudiants qui sont intéressés par le droit des services financiers, puis dans le droit des services financiers, comme chez nous dans le domaine de l'assurance, il y a des sous-spécialités, litige en assurance de personnes, litige en assurance de dommages, secrétariat corporatif, droit commercial, donc contrat, licence, financement, droit corporatif, fusion, acquisition, vente d'actifs, relations gouvernementales. J'ai conformité réglementaire, ça se divise à plein de sujets, sécurité de l'information, continuité des affaires, cadre juridique des technologies de l'information, protection des renseignements personnels, traitement des plaintes, demande d'accès à l'information, traitement équitable du consommateur, saine pratique commerciale, gestion des incitatifs, concours publicitaire, inspection des agents généraux, cabinets représentants d'assurance, blanchiment d'argent, biens non réclamés, sollicitation de clientèle, charte de la langue française.
Après ça, il y a des avocats en opinion juridique, demande de renseignements, saisie, droit réglementaire, rédaction de police d'assurance et chez les assureurs de dommages, il y a assistance juridique aux assurés qui ont une assurance protection juridique. Il y a 6 avocats chez Beneva qui font ça. Donc, l'apprentissage dans l'industrie, en tout cas chez nous, je pense dans les autres compétiteurs aussi, se fait en milieu de travail dans un esprit de collaboration et de partage des connaissances. J'ai préparé une liste d'employeurs potentiels que j'ai remis à Je vous rassure, on ne va pas la lire aujourd'hui, mais ça va vraiment me faire plaisir à tous les étudiants que ça l'intéresse de communiquer cette liste-là. C'est vraiment fort intéressant. Là. Au sujet de certification, tout ça, j'ai aussi remis à Cynthia qui pourra, ceux qui sont intéressés, là, une liste des lois, règlements, lignes directrices et autres documentations, là, Québec fédéral puis reste du Canada. Donc, vous pourrez, avec des liens là, interactifs. Là. Un document. Alors, Éric, à toi la parole. Tout a été dit. Mais je m'en voudrais de ne pas qu'on est ici. L'autorité est convaincue du potentiel du laboratoire pour éventuellement amener des jeunes diplômés, déjà sensibilisés à la mission de l'autorité, à vouloir poursuivre leur dévouement pour la protection des consommateurs ou pour contribuer au développement de l'encadrement des marchés financiers. Ceci étant dit, la profession juridique au sein, évidemment, du régulateur et de l'industrie financière, il n'y a que de... C'est vaste. Il y a beaucoup de... Moi, je vous dirais, c'est passionnant. Je ne vous ferai pas mon pitch de 30 secondes d'ascenseur là-dedans, mais beaucoup d'opportunités, que ce soit à l'international, au national, au provincial, un peu plus local. On peut faire beaucoup de choses. Je pense que rapidement, il y a quand même une rareté de main-d'œuvre qui touche tous les secteurs, mais ceci étant dit, donc, modification des comportements des ressources humaines, une nouvelle génération, revoir la façon de recruter la main-d'œuvre. C'est autant de choses qui sont intéressantes pour nous, de la former, comment on transmet l'expertise, vraiment adopter une approche moderne de gestion. Et clairement, on l'a mentionné, en investissement, mais dans tous les services financiers, c'est un secteur qui se complexifie et quand ça se complexifie, le juridique n'est jamais loin, on en a besoin. Donc, certainement de beaux défis pour vous. Merci beaucoup, Éric. Marc? Merci. Je pourrais vous dire, évidemment, du point de vue universitaire, ça va de soi. Et je m'adresse surtout aux étudiants, bien entendu. Oui, prenez les cours dans le domaine financier. Oui, nous avons une maîtrise en droit des affaires, mais c'est juste le point de départ, en fait. Je pense que s'il y a vraiment un intérêt qui est là, peut-être penser à de l'assistanat de recherche auprès des professeurs. Et croyez-moi, on en cherche, les étudiants. Quel beau poste, hein, Marc, être assistant de recherche? Absolument, on l'a tous fait, puis c'est que de beaux souvenirs. Et également, il y a les laboratoires, bien sûr, mais ça peut être des stages en domaine privé, soit en assurance ou auprès des banques et tout ça. Alors, il y a beaucoup d'opportunités qui sont là. Des fois. Au public. Oui, oui. Bref, pour compléter ma minute. En 2 mots, c'est ça. Donc, beaucoup d'opportunités. Si jamais vous êtes intéressé à aller dans le domaine, je pense qu'il faut faire un peu certaines démarches. Il y a plusieurs professeurs qui n'attendent que de travailler avec vous de différentes manières ou, évidemment, les régulateurs dans le privé ou au niveau des institutions financières ou autres, là, comme je viens de mentionner. Merci, Marc. Puis je me permets de vous dire, je me permets le mot de la fin de la table ronde sur la relève. Le laboratoire est là pour ça. On va essayer de centraliser l'information pour les étudiants. Quel parcours vous pourriez avoir? Quelle expérience vous pouvez aller chercher? Des contrats de recherche, bien sûr. Alors, il y aura beaucoup de choses là-dedans. Restez à l'affût, puis on va être là pour vous accompagner. Donc, c'est déjà tout pour la table ronde d'aujourd'hui. Je tiens à remercier nos experts et à m'excuser d'avoir maîtrisé un petit peu le temps là, qui vous était alloué. Alors, on avait des beaux sujets aujourd'hui. On aurait pu faire 3 heures avec ça. On recommencera dans d'autres circonstances, mais merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Je tiens à remercier nos partenaires et leurs représentants aujourd'hui, donc l'Autorité des marchés financiers, Beneva, la Faculté de droit, la Fondation de l'Université Laval et le vice-rectorat à la recherche. Merci à nos participants en personne et en virtuel.